Maxime, vous restez avec nous Tout à fait. pour parler cette fois-ci de l'exportation en Suède et Danemark. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous pour la première conférence, vous êtes du pôle conseil de Business France, donc responsable des grands comptes et filières vins et spiritueux, bière et cidre. Voilà. Alexandre Schuster, donc vous êtes de la société Divine, donc pour l'importation des produits en Suède. Et donc, vous allez nous présenter aussi, vous êtes pour l'importation, pour le monopole, et puis pour les restaurateurs, vous allez nous donner votre expérience du marché suédois. Merci. Avec plaisir. Rebonjour à tous. Donc, je vais commencer par nous. Donc, il y a des gens qui étaient déjà dans l'instance juste avant. Donc, Business France, on est une entreprise publique de conseil. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, on a donc l'État qui intervient dans notre financement, donc aujourd'hui à hauteur de 48% à peu près. Par exemple, lorsqu'on fait des pavillons France à l'étranger, peut-être que vous connaissez Provine, Vinexpo, en gros, l'État met à peu près 70% pour payer en fait l'exposant, et où il y a 30% à peu près de reste à charge pour l'entreprise. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent nos financements. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, on soutient, on promeut, on accompagne, on prospecte et on valorise l'offre française à l'export, et notamment donc, les vins et spiritueux, mais c'est dans toutes les filières où la France fait de l'export, sauf le militaire, bien entendu. On a 1400 collaborateurs dans le monde, 65 nationalités, 71 bureaux dans 53 pays, on couvre à peu près une centaine de pays, ce qui représente 95% du PIB mondial. Donc là où vous faites des affaires, généralement, il y a soit donc un bureau Business France qui est présent, ou bien on est situé au sein des ambassades. Vous avez également les CCI qui sont présentes à travers certains bureaux consulaires. Comme vous pouvez le voir, c'est le drapeau danois. Et donc je vais commencer par là, juste après Alex. Tout comme le Japon, donc on a des équipes qui sont dédiées là-bas, donc Maïbrit Hofgaard et Inès Dieudonné. Donc Maïbrit, ça fait depuis très très longtemps qu'elle est chargée d'affaires au Danemark, et donc on organise très souvent des opérations là-bas et également du conseil, bien entendu. Si vous désirez avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès de ces personnes. Les présentations vous seront partagées après, il me semble, et vous aurez le replay, je crois aussi, puisque on est filmé. Donc pour commencer sur le marché danois, j'espère que vous voyez bien, parce que j'essaie de tout regrouper sur la slide. C'est une population qui est de environ 6 millions de personnes, dont 1,3 million à Copenhague. Vous avez donc une répartition du PIB qui est surtout axée sur le service à hauteur de 80%. Ils n'ont pas l'euro, hein, c'est la couronne danoise. Ils ont un PIB par habitant qui est extrêmement élevé, 71 402 €. Si par exemple on mettait en parallèle avec le Japon qui est à 34 000 $, il y a une réelle différence de pouvoir d'achat. Il y a un taux de croissance qui est plutôt bon, enfin stable, en tout cas 2%, c'est stable. Et également, la France représente à peu près 3,5% dans le poids des importations totales. Également au niveau de la pratique des affaires, donc pour très rapidement, donc c'est des personnes qui sont très pragmatiques, je dirais. Donc généralement ils sont très efficaces, très directs, ils sont droits, ils sont de confiance, ils sont négociateurs aussi, et ils aiment bien donc le suivi, la ponctualité. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez sur le marché danois, il faut vraiment bien avoir préparé ses fiches, être très précis, puisque c'est un public de connaisseurs. Ils connaissent très très bien les produits, déjà le vin, et aussi très bien les régions et les produits français, puisque c'est des vrais francophiles. Et donc aussi, faut travailler bien entendu, et on le verra aussi en Suède, avec des partenaires clés. C'est un des pays les plus stables en matière économique. Donc c'est très très facile de faire des affaires. En tout cas, en termes d'accès du marché, c'est les premiers. Et donc, leur moteur de croissance, c'est surtout qu'ils ont des excellentes infrastructures, ce qui recoupe plutôt bien avec le style de personnes qu'ils sont en affaires. Ils ont une efficacité et performance du gouvernement. On verra qu'ils ont une dette qui est aussi assez faible. Et pour ce qui est du reste, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, plus intéressant pour vous, donc la consommation du vin au Danemark. Contrairement aux Japonais, ils consomment plus de vin, 30 litres de plus par habitant.
Donc on a 33,3 litres, ce qui est vraiment assez élevé. Ce n'est pas un pays producteur de vin, qui sait peut-être un jour avec ce qui se passe. Et en tout cas, ils ont un mode de vie donc, qui est assez viking. Donc ils boivent beaucoup de bière, ils adorent sortir, faire la fête. Ils ont un peu, en fait, sont un peu comme nous, quoi. C'est un peu des bons vivants, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, leur consommation de bière est excessive, puisqu'ils boivent 85 litres. C'est pas les plus hauts, parce qu'il me semble que les plus hauts, c'est à Prague, je crois. Enfin, mais en tout cas, c'est vers 123 litres, mais ils sont à 85, donc ils sont pas loin. La taille du marché du vin, donc on l'évalue à 164 millions de litres. Et aussi, c'est un peu une plateforme, puisque ça permet de réexporter sur certains pays, comme la Suède, par exemple. Et ça représente tout de même 20% des volumes de réexporter. À savoir aussi que la taille du marché est en décroissance de 10%, de 2023 par rapport à 2022, et on verra que ça s'est stabilisé. Donc la France est seconde en termes de volume, derrière nos amis italiens. Par contre, on est très loin devant en termes de valeur, puisqu'on accapare à peu près 32% des parts de marché, ce qui est plutôt toujours et partout, souvent dans le monde, une très belle performance. Donc le marché est dominé par les vins italiens. On est à la première position dans les exportations en valeur. On a un positionnement, bien évidemment, au vu de la valeur qui est qualitatif et cher, puisqu'on a un prix moyen en 2023 de 7,82 du litre, ce qui, je pense, correspond entre 9 et 10 euros pour une bouteille. Et on a une belle hausse quand même de quasiment 1 euro par rapport à 2022 en 2023. Donc ça, c'est les chiffres un petit peu plus actuels. Comme je vous disais, il nous manque un mois, puisque donc on aura les chiffres définitifs au mois de février. Avant, c'était mars. Donc ça y est, on arrive à consolider les chiffres plus rapidement aujourd'hui. Donc je vous ai mis encore en jaune les catégories qui sont en évolution, volume et valeur. Donc on voit que les vins tranquilles blancs surperforment, tout comme aussi les vins IGP et sans indication géographique, qui aussi ont une belle performance, que ce soit en volume ou en valeur. Ce qui a un peu baissé, bon, c'est les vins effervescents, hein, les champagnes ont beaucoup baissé, mais ça c'est une tendance qui est globale. Et surtout, encore une fois, ce qui fait mal, c'est les rouges et rosés, enfin surtout les rouges, qui eux aussi subissent encore une fois une grosse baisse, comme on l'avait vu sur le Japon. Néanmoins, le marché, par rapport à l'année dernière, si on prend les 11 premiers mois, se stabilise, puisqu'on a uniquement, entre guillemets, 1% de perte en volume et une perte de valeur aussi qui est complètement anecdotique. Donc l'image française de Danemark est très positive. Comme je vous le disais, les Danois sont francophiles. La France, c'est une des destinations touristiques préférées des Danois. Ils aiment beaucoup les produits français, puisque ça a une image de savoir-faire, de qualité, de produits traditionnels. Ils sont perçus comme chers, mais parce qu'ils le sont aussi, souvent. Également, donc, en termes des importations de produits gourmets, donc Total, c'est intéressant de voir qu'on est, en tout cas en 2023, qu'il y avait une augmentation de 1,3%. Donc je pense que, comme en Suède, les mets et vins sont très liés dans ces pays. Les tendances de vin au Danemark, donc là vous avez un peu un déroulé de ce qu'ils recherchent, et notamment aussi tout ce qui va être donc les pays nordiques sont les plus, alors moi je vais utiliser le terme évolué, en ce qui va concerner les politiques de responsabilité sociétale et sur l'environnement. C'est vraiment ancré dans leur culture. Il y a un réel respect autour de la durabilité, autour de l'aspect du recyclage. Justement, il y a eu un thème tout à l'heure. Eux, ils sont vraiment très avancés sur ces sujets. Donc, ce qui fait que ça fait vraiment partie des... Bon, le prix est toujours le critère d'achat principal, mais la durabilité va aussi être un très grand critère d'achat, tout comme le fait d'être responsable envers l'environnement. Donc ici, vous avez un nuage de mots avec le bio, la diversification, la nature, le plaisir, le terroir, la gastronomie. Ils n'ont pas peur aussi de mettre des moyens dans la qualité. Et en ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que le bio est assez développé sur ces marchés, puisqu'il représente
12% à peu près, donc au total, mais on peut extrapoler avec le vin à peu près des achats dans la grande consommation. Là, c'est un peu plus général, c'est la scène de la gastronomie nordique. Donc, à savoir qu'il y a... Alors maintenant, il me semble que c'est un restaurant péruvien qui a gagné le meilleur restaurant du monde, Michelin, mais il y avait le Noma, donc, qui était basé au Danemark, qui était je crois qu'il a fermé d'ailleurs. Mais c'était le plus grand restaurant, enfin en tout cas reconnu, il était au Danemark, à Copenhague. Ce qui fait que, enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de restaurants étoilés, il y a une vraie culture gastronomique. Il y a aussi un point important, c'est la montée en gamme de la bistronomie. De plus en plus, il y a une consommation décomplexée qui va se faire autour du vin. De plus en plus, le produit va être pris plus comme un produit du quotidien ou à l'apéritif. Donc en ça, par exemple, lorsqu'on vous parle du vin au verre, ça peut être une stratégie intéressante si vous voulez pénétrer le marché. Ce qui fait qu'aussi, vu que c'est des produits de qualité, ça donne un contexte favorable à l'offre française. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que je trouve en tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter puisque de plus en plus, les Danois sortent et consomment à l'extérieur, et donc des produits de qualité, et donc par extension aussi des produits français. Donc les différents canaux de distribution au Danemark, donc vous allez avoir le premier canal, donc on avait vu le Japon, c'était 50-50. Là ici on est plus sur un modèle européen, donc avec 70% en supermarché et environ 30% donc en café, hôtel et restaurant. Donc le facteur prix, bien entendu, dans les supermarchés, c'est le plus déterminant. Le consommateur danois, lorsqu'il va chez Coop ou chez Spar, il va aller rechercher du prix ou des offres de marché spot, donc des promotions. Alors je ne sais pas si après il y a des rayons premium qui se développent, mais en tout cas c'est une tendance. Il y a en tout cas les linéaires sont de mieux en mieux organisés. Pour les marchés de niche, donc on va avoir les épiceries fines, également les halles qui se développent un peu comme en France. Et après, vous allez avoir des abonnements mensuels aussi qui vont se développer. Bon, le canal numérique reste quand même limité, il commence à se développer. Mais on va plus être sur du caviste avec du conseil. Donc ça reste, pour ceux qui souhaitent passer dans le côté de la valorisation, le lieu le plus intéressant. Et enfin, ce qu'on peut dire sur la restauration, on en a parlé tout à l'heure, il y a un boom de la restauration. La restauration, ça restera certainement, si vous voulez rentrer sur le marché, votre plus belle vitrine, parce que ça permettra aux consommateurs de découvrir vos vins, d'avoir un très bon conseil. Et puis ce qui est intéressant pour le consommateur, c'est de le retrouver, l'expérience qu'il a vécue, soit en ayant voyagé avec son van dans votre domaine, ou soit en ayant goûté votre vin au restaurant, ça sera qu'il puisse revivre l'expérience à son domicile. Donc il y a une espèce de fidélisation qui est positive, même si vous allez devoir peut-être parfois faire des concessions au niveau du prix pour entrer en restauration, ça restera très intéressant pour votre image et générer plus de ventes. Sur les parts de marché, donc distribution danoise, alors là c'est vraiment des chiffres globaux de distribution, c'est juste pour vous montrer quels sont les principaux distributeurs, les principaux magasins de grande distribution, excusez-moi. Donc vous avez Coop, vous avez le Selling Group avec Follex, Bilka, Netto, que vous connaissez peut-être plus. Et après, vous avez aussi Dagrofa, qui donc là, c'est Spar, que nous on connaît, et Rema aussi, que vous connaissez peut-être, qui sont vraiment les 4 gros. Et Aldi, pour une note, c'est retiré du marché, il me semble, il n'y a pas longtemps. Au niveau des taxes et réglementations, alors ils ont une taxe un petit peu plus élevée que chez nous, ils sont à 25%. Et à cela se rajoute une taxe sur l'alcool. Donc en tout cas pour ceux qui sont compris entre 6% et 15 degrés de volume d'alcool, vous êtes à 2 € du litre à peu près. Et aussi, comme je vous le disais, vous avez une taxation sur les emballages aussi, donc qui elle est d'environ à peu près 11 centimes pour les verres plastique métal, et carton laminé, vous êtes à 0,07 centimes. Enfin, dernier point peut-être intéressant pour vous, c'est sur l'étiquetage. Donc, vous avez une contre-étiquette de tout ce qui est le plus normal, sauf qu'il faut
préciser en danois sur l'étiquette lorsque vous avez une certification environnementale agriculture biologique. Donc ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore, bon, normalement votre importateur vous en informe, mais si jamais vous êtes primo-exportateur, voilà, c'est une chose à avoir en tête, c'est qu'il y a des contres spécifiques à développer. Mais c'est simplement en fait de traduire agriculture biologique en danois. Et aussi vous avez, pardon, excusez-moi, le son contient des sulfites qui doit aussi être traduit. C'est les deux mentions obligatoires. Niveau de taxation, vous allez voir que c'est plutôt limité, puisque en gros, quand vous vendez votre vin à 4 € sorti de cave, il va atterrir sur le marché, enfin en tout cas après taxe, il atterrit à 6,24 €. Donc on est vraiment sur une taxation qui est assez faible, puisque vous êtes dans la communauté européenne. Et après, vous avez les différents détails de marge. Donc on est à peu près entre du 20 et du 30% généralement. Après, ça dépend de votre importateur. Mais bon, si vous allez sur le marché danois, c'est quand même toujours intéressant de faire une analyse de prix, d'aller voir les magasins, de voir à peu près sur les linéaires à combien se vendent les produits français, les produits étrangers. Et grâce à ces grilles-là, voilà, vous pouvez voir à peu près, si jamais vous avez un importateur qui s'intéresse à vous et qui vous passe 2-3 distributeurs et que vous allez sur le marché, ça vous permet de voir comment ils se servent. Et surtout aussi d'avoir une idée de prix de votre concurrence, qu'elle soit française ou étrangère. Partie suédoise. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le Danemark, très rapidement avant. La taxation sur le vin, ça se fait pareil sur la bière, par exemple ? Non, ça va être. Alors, c'est la taxation sur la taxation du vin au niveau n'est pas la même que pour la bière. Je ne sais pas si on repasse les graphiques, mais la taxation est différente. Vous allez avoir entre 1,2 et 6 degrés d'alcool. Vous allez être à 0,70. La TVA, l'État ne change pas. Il prend toujours 25%. Et il fait bien. On va passer à la Suède, avec Alex qui va m'aider pour cette fois-ci. Donc ça, c'est simplement nos contacts aussi à Business France Suède. Donc vous avez notamment Cécilia Ekfeld qui est chargée d'affaires export. Elle y est présente depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Et donc il y a des personnes pour l'aider. En tout cas, si jamais vous voulez plus de renseignements, de l'aide, c'est avec grand plaisir qu'elles répondront à vos questions. Et aussi, comme je vous le disais, vous avez un réseau aussi qui est présent en France. Vous avez des conseillers qui sont aussi là pour vous accompagner sur l'amorçage, sur les premières accroches et pour vous donner des conseils sur le terrain. Je te laisse présenter Divine rapidement. Très bien. Déjà, merci à Business France et à Millésime Bio de m'avoir invité. C'est un honneur. Je voulais aussi vous dire, si vous êtes effectivement intéressé par le marché suédois, Cécilia Ekfeld est une personne très dynamique qui a présenté beaucoup de domaines. Moi, je suis en contact avec elle régulièrement, donc je vous encourage à la contacter si le marché suédois vous intéresse. Moi, je suis là pour aider un petit peu à donner une vision un peu plus du quotidien de la partie importateur. Donc, je m'appelle Alex, je suis chef de produit. Je représente les producteurs français, allemands et autrichiens pour Divine, qui est une petite agence de... on est 13. On fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires en euros. Qui a été créé il y a 25 ans. Je vais vous faire la partie un peu commerciale, un peu le speech, parce qu'il fallait bien que je la fasse, visiblement. Donc, nous, on se différencie. Alors, ce qui est important à savoir sur le marché suédois, je pense que vous le savez peut-être déjà, c'est que le Systembolaget n'achète jamais en direct. Donc, il va forcément passer par des importateurs, donc une agence comme Divine, par exemple. Donc après, il y a énormément d'agences, il y en a à peu près 900, il me semble, en Suède. Il y a des agences unipersonnelles qui importent en privé, qui font très peu de volume, et ça va jusqu'à Viva et Vingruppen qui font des volumes et des chiffres d'affaires qui vont en centaines de milliers d'euros. De millions d'euros.
Donc nous, notre partie Divine, on se différencie en fait parce qu'on est une petite agence, mais on est en forte croissance. Le portefeuille historique, c'est plutôt les vins américains, mais on s'est déplacé aussi vers l'Europe, donc il y a maintenant beaucoup de producteurs. Moi, j'ai quelques trous en France, donc c'est aussi pour ça que je suis là. Mais la croissance, c'est de 50% sur les 5 dernières années. On travaille à la fois sur le circuit Horeca et le système Bolaget. Donc on a cet avantage-là de couvrir toute la Suède avec la restauration pour effectivement avoir cette image et ensuite travailler avec le système Bolaget pour avoir la présence en magasin. Je ne vais pas vous faire la liste des producteurs, mais voilà, on travaille avec Champagne Gosset, Famille Gassier qui est ici, Trimbach et bien d'autres de toute la planète. Et on a effectivement, ça se fait pas mal en Suède, on n'a pas le droit de vendre directement aux clients, mais par contre on peut avoir un club de membres, donc avec une newsletter où on peut communiquer sur nos vins. Donc évidemment que si vous avez un vin qui est rentré au système Bolaget, il faut bien communiquer dessus. On a le droit d'informer et pas de vendre. C'est une différenciation importante. Donc du coup, on a effectivement un club avec plus de 20 000 membres où on peut communiquer sur les vins. Voilà. Donc ça, c'est la présentation générale de l'entreprise. On va revenir, je pense, sur les détails du marché, mais voilà, j'ai fait ma petite partie commerciale, j'ai vendu mon petit bout. Tu vas avoir 2-3 clients peut-être. Alors, concernant la présentation du marché suédois, donc la population est double par rapport au Danemark, très concentrée sur Stockholm. En tout cas, il y a 2,4 millions d'habitants et surtout il y a 30% du PIB qui y sont générés. Ils ont des industries qui sont assez fortes. Excusez-moi, je crois que c'est sur la slide d'après. Voilà, c'est plus celle-ci qui est intéressante. Donc le consommateur suédois, tout comme les Danois, ils ont un pouvoir d'achat qui est extrêmement élevé, en tout cas dans la zone euro. Ils ont une dette publique qui est assez faible, à 31%. Ils ont une très forte inflation en 2023. Bon, ça s'est tassé en 2024, mais ça, c'est à peu près une donnée qu'on a partout sur le globe. Autre chose qui peut être intéressant, c'est un taux d'inflation qui finalement a été plutôt maîtrisé. Et aussi également, c'est qu'ils ont c'est une véritable puissance industrielle aussi, la Suède. Donc c'est intéressant parce que l'industrie, en tout cas, c'est clé aujourd'hui dans tout ce qui va être dans l'industrie lourde, automobile, mines, forestiers et aussi dans la pharmaceutique. Donc c'est un pays en fait où les travailleurs finalement sont assez valorisés et donc sont assez éduqués, vont vouloir avoir accès à des beaux produits, sont curieux. Donc en cela, c'est un marché très intéressant. Si on parle donc des exportations françaises en Suède, donc encore une fois, c'est la valeur qui a beaucoup pris entre 2022 et 2023, avec quasiment plus 10%. Il y a eu une baisse en volume de presque 10%. C'est toujours les vins rouges qui dominent dans les exportations, avec les blancs qui sont pas loin. Les blancs commencent à prendre de plus en plus de place, on verra sur les 11 mois glissants, ça commence à être intéressant pour les vins blancs. Donc dans les exportations, c'est les IGP, les SIG du pays d'Oc, vins de France, qui dominent en termes de volume. Et après ensuite suivi par Vallée du Rhône, Champagne et Bourgogne, Alsace aussi. Et en valeur, il y a la Champagne et la Bourgogne, et après vous avez Rhône, Bordeaux, Alsace. Et donc la France est le premier fournisseur en valeur et on est le second fournisseur en volume. Alors, ici, j'ai mis beaucoup de données comme d'habitude. Donc vous avez pour les vins effervescents une augmentation des volumes, mais une baisse de la valeur. Bon, c'est encore et toujours le champagne qui crée ça. Il n'y a pas eu de réelle évolution sur les AOP tranquilles. Le marché est assez stable. Je pense que c'est beaucoup lié aux achats du monopole, qui ne doit pas forcément beaucoup varier dans les achats à mon avis. Vous avez quand même dans les IGP et SIG en tout cas c'était la donnée, celle qui a le plus bougé, la plus signifiante. Vous avez pour les blancs, encore une fois pour les blancs, une évolution en volume de 5% quasiment et de 2,60% en valeur. Ce qui fait que on a quand même des volumes qui ont un petit peu augmenté par rapport à l'année dernière, à 2,60. Mais par contre, vous avez une petite baisse de la valorisation à 3%, ce qui explique aussi peut-être la montée des vins IGP et SIG.
Juste une petite remarque là-dessus. Il y a un petit filtre à mettre dessus aussi, c'est que 57% des ventes volume du système Bolaget, c'est du bag-in-box. Voilà. Donc, faut mettre un petit filtre là-dessus. Les évolutions, par exemple, sur le volume, notamment sur les blancs et les rouges, il y a des tendances où il y a des marques qui sont créées de toutes pièces avec des vins chic et pas chers, hein, même Radé Pâquerette, où effectivement, ça va faire énormément de volume. Donc il y a donc il y a un filtre quand même à mettre là-dessus. Je vois qu'il y a bouteille et vrac. Effectivement, il va y avoir une bonne partie de ça. Ça va être bag-in-box et potentiellement d'autres formats. Voilà. Je sais pas si tu l'avais après. C'est précisé après. Mais par exemple, quand Désolé. vous rentrez dans un... Non, pas de souci. Quand vous rentrez dans un magasin Bolaget, généralement, ce que vous avez en premier, c'est les bibs. Exactement. Ça ferme tôt. C'est pour ça, il me semble. Ça ferme à quelle heure? Non, ça ferme à 19h les 19h, magasins. À part d'accord. le samedi où ça ferme à 15h. 15h. Donc, un peu comme les Danois, à l'instar des Danois, c'est des consommateurs de vin, puisqu'ils consomment 29 litres par an par habitant. Ils ne produisent pas de vin. Deux choses importantes pour eux, la qualité. Donc ça là-dessus, on est très bons, les Français. Hein, on va avoir le terroir, le côté artisanal, aussi le fait d'être de l'ancien monde, et aussi, comme les Danois, cette culture un peu épicurien de gastronome. Et autre point important, ça va être la durabilité. La conscience environnementale, les vins que vous proposez, donc bio et biodynamique. Les vins naturels aussi sont très recherchés. Et les conditionnements durables, justement, on en parlait, qui vont être les bibs, les bouteilles plus légères. Je ne sais pas si, comme l'Alco, ils ont, en tout cas, c'est ce qui se dit, il y a une sorte de roadmap jusqu'en 2030 où il y a un vrai impact qui va être fait sur la réduction du coût carbone, en fait, tout simplement. Et donc, ça va avoir certainement bientôt un impact sur les opérateurs de proposer des bouteilles plus légères, des packaging qui vont moins impacter, notamment par rapport au verre. Alors, le système Bolaget l'a annoncé il y a quelques semaines. Ne me posez pas les questions du comment. Le pourquoi, je peux vous aider un peu, mais le comment, je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas encore de détails, ça n'a pas été clairement défini. Mais il va y avoir un système de notation en termes d'émissions de CO2 pour chaque vin. Et en fonction de ces émissions, si évidemment vous êtes au-dessus de la zone verte, on va dire, vous allez potentiellement, vos volumes vont être réduits, ou votre distribution en magasin va être réduite. Donc, comment ils vont faire les scores, comment ça va se mettre en place, etc., c'est pas défini. Donc, ils vont faire un test l'année prochaine avec une centaine de produits sur différents formats, différents segments. Donc, on en saura un peu plus. Ça va pas se mettre en 2 jours, hein, ça va pas se mettre en place en 2 jours. Mais cette volonté, elle est là de manière pragmatique, de favoriser les producteurs qui auront effectivement des packaging. Alors, bouteille légère, c'est moins de 420 grammes, évidemment vide. Les PET et les autres formats, etc. Donc, ça va vraiment être favorisé dans le futur. Ça l'est déjà un petit peu, mais maintenant, ils vont créer vraiment un système où ça va être, noir sur blanc avec effectivement le moins de CO2, le moins d'émissions de CO2, le plus d'avantages sur le marché. Pour continuer donc sur les vins français, la perception par les Suédois, donc il y a l'image de qualité, de savoir-faire. C'est également aussi une destination œnotouristique. Toujours d'où l'intérêt de créer des expériences chez vous pour qu'ils puissent les revivre chez eux. Il y a une image donc de sophistication et de raffinement autour des produits français, toujours. Et ils sont extrêmement informés sur les labels, ils ont une véritable réceptivité. D'ailleurs, il y a aussi un label qui a été développé par le Monopole. Si tu peux en parler, c'est le. Alors tu le diras mieux que moi. Je pense que je vais le massacrer. C'est le Halbart Val. Ouais. Halbart Val, ouais. Ouais. Alors le Halbart Val, c'est littéralement choix durable. C'est la combinaison en fait d'un produit qui est soit, alors pour les Français, parce que ça va varier selon chaque pays, soit Terra Vitis, soit bio, soit vigneron engagé pour la certification du vin ou du domaine. Et en plus un conditionnement durable. Donc on parlait, donc ça revient à la même chose. Donc bouteille légère, PET, bag-in-box, canette ou pochon. Je sais, je vous fais pas rêver, mais alors, et la raison de tout ça, si vous dites mais qu'ils sont complètement cinglés. Et je valide pas non plus, mais je vous explique simplement, c'est que la philosophie, c'est de prendre en compte le transport du vin. Donc quand ça voyage jusqu'en Suède, le verre est déjà pas mal énergivore au moment de la création de la bouteille.
Si vous la réutilisez, c'est un autre débat, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas en Suède. Et ensuite, le poids de la bouteille, évidemment, va déterminer un certain nombre d'émissions de CO2. Une bouteille en plastique, ça fait 40 grammes. Une bouteille en verre, ça fait, allez, la plus légère, ça va être 395 a priori. Je ne sais pas si vous pouvez descendre plus bas. 180 280. Bon, bah voilà. Mais bon, ça fait entre 40 grammes et 280, ça fait quand même une petite différence. Et du coup, effectivement, et pareil, sur des bag-in-box, très souvent, ils sont transportés du pays jusqu'à des sites de remplissage en Finlande ou en Suède, ou voire en Norvège ou au Danemark, qui font que les émissions après sont limitées. Donc voilà la raison pour laquelle ils le font. Et donc ces choix durables, sur quasiment tous les appels d'offres de gros volume, ça va être effectivement des choix durables. Donc ça va être des combinaisons de bag-in-box et bio, ça va être PET et vignerons engagés, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment... si vous voulez faire des gros volumes en Suède, il faut que vous soyez là-dedans. C'est un marché aussi donc, plutôt dynamique, même encore aujourd'hui. Donc c'est un marché qui est mature. Hein. Ça fait depuis très longtemps qu'on distribue du vin français sur le marché suédois. Ils ont un esprit ouvert, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idées préconçues, ils aiment la découverte. Je pense que là-dessus, je ne me trompe pas. Si tu veux peut-être ajouter, non pour les gens qui ont étudié marketing, ce sont des early adopters, donc c'est-à-dire que voilà le dernier modèle de AirPods, etc. Ils vont l'acheter. Voilà, ils sont effectivement dans l'adoption des tendances, etc. Ils sont un peu plus rapides et ils suivent assez vite. Ouais. C'est un marché test, d'ailleurs, je crois, pour les produits, il me semble, la Suède. Alors, je ne sais pas sur la partie Apple et compagnie, mais en tout cas, voilà, ils sont ouverts effectivement aux tendances. Et par exemple, sur les vins nature, ils sont partis très vite dessus, sur les vins oranges, etc. Alors, ça peut venir très vite et ça peut repartir très vite aussi. Mais voilà, ils sont effectivement intéressés. Et c'est vrai qu'on le voit aussi dans les statistiques qu'on a, nous. Sur les vins qui sont en rayon toute l'année et sur les vins qui sont en assortiment temporaire, il n'y a que les vins en assortiment temporaire qui sont en croissance. Les autres sont en déclin ou en léger déclin. Voilà. Donc ça démontre aussi effectivement cet intérêt d'aller chercher d'autres choses plus qualitatives, mais aussi d'autres choses nouvelles. Donc c'est un marché qui est très concurrentiel. Et également aussi, à l'instar du marché danois, c'est un marché où il y a un très bon climat des affaires qui est très stable. Et un peu plus sur le point de vue des personnalités des Danois, c'est des personnes qui sont sur le collectif, donc qui vont prendre des décisions collégiales, ils sont discrets, ils vont pas être en soi, je pense, très expressifs. Et par contre, il faut être réactif, ponctuel et surtout bien tenir ses engagements. Ouais. Effectivement, ce sont des introvertis. Hein. Donc la blague en général, c'est... quelle est la différence entre le Suédois du Nord et le Suédois du Sud, par exemple? On peut le faire avec les Finlandais et les Norvégiens, vous pouvez le faire à toutes les sauces. C'est l'extroverti de la Suède du Sud, il va vous regarder vos chaussures quand il vous dit bonjour plutôt que les siennes. Bon, voilà. Hein, voilà. Mais c'est assez parlant parce que c'est vrai qu'ils sont assez réservés, ils sont assez introvertis. Mais par contre, ils sont efficaces. Vous allez peut-être attendre 2 semaines pour avoir une réponse, mais moi j'ai un collègue qui fait ça, il va rien vous dire pendant 2 semaines, mais par contre, quand il vous envoie, c'est très clean, c'est très clair, c'est très détaillé et c'est très bien fait. Voilà. Sinon, vous avez aussi des Français en Suède, mais voilà, c'est vrai qu'ils sont très professionnels et pareil aussi, c'est vrai que sur l'heure, il faut être à l'heure. Ouais. On a vu que des marchés comme ça aujourd'hui. Il y a peut-être un message. Je sais pas. Justement, on va aborder le système Volaget. Donc, c'est l'abord des marchés, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, va vraiment se faire par un importateur, parce que c'est lui qui va être la porte d'entrée pour accéder au système Volaget. Donc, moi, je vais juste vous expliquer, en gros, ce que ça représente, on va dire, et c'est plus Alex qui va vous en expliquer le fonctionnement. Donc, le système Volaget, c'est un marché de monopole d'État. Ça régit en fait la vente au détail des boissons alcoolisées, donc de plus de 3,5% d'alcool. C'est pour ça que là-bas, il y a beaucoup de bières à moins de 3,5% qui sont distribuées dans les épiceries. Vous avez 450 magasins répartis dans toute la Suède. Ça fait 80% du marché, avec quasiment 17 000 produits présents en rayon, dont 2500 permanents. Les 20% restants du marché, donc c'est tout ce qui va être on-trade,
donc restaurateur, puisque là, vous n'êtes pas obligé de passer par le système Bolaget. Et vous allez avoir le duty free et la vente en ligne aussi. Bon, le duty free et la vente en ligne, c'est vraiment minoritaire. Et donc, vous avez, en termes de chiffres, 126,7 millions de visites en magasin. Et le site internet aussi génère pas mal de ventes. Et donc, à savoir que le système Bolaget n'achète uniquement aux importateurs. Et justement, pour expliquer un peu le système, Alex, je te laisse le floor. Ouais. Normalement, c'est garanti sans paracétamol à la fin, donc j'espère que ça va aller. Alors, je voulais vous montrer, en fait, je vais essayer un peu de démystifier le système Bolaget et de vous expliquer que le système Bolaget, c'est pas que les gros appels d'offres, comme dire, à des pâquerettes dans des bag-in-box. Si vous pouvez le faire, c'est tant mieux et voilà, c'est super. Je voulais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble en rayon. Donc, ce que vous voyez en fait sur la... Alors là, c'est que les vins rouges. Et c'est en fait ce que vous voyez sur la gauche. Il y a 3 acronymes à connaître. Hein. Donc, ce que vous avez sur la gauche, c'est FS. Le F, c'est pour fixe. Et le S, c'est pour sortiment. Donc l'assortiment fixe à l'année. Ça, c'est ce qui va être en rayon toute l'année. C'est ce qui a gagné un appel d'offres ou qui a été historiquement là. Il y a énormément de règles en dessous, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous êtes intéressé, pareil, venez me parler après ou je peux vous envoyer cette présentation-là aussi un petit peu plus détaillée. Donc ce sont les assortiments à l'année. Ça représente quasiment 90% des volumes. Et donc vous rentrez ensuite, quand tous ces vins-là font partie d'un classement. Donc chaque vin donc c'est classé par déjà dans le magasin, c'est classé d'abord par type de vin, donc on a les vins rouges, ensuite par pays, ensuite par prix. Donc ça veut dire aussi qu'un Côte-du-Rhône va être à côté d'un Pays d'Oc, va être à côté de, je sais pas moi, Val-de-Loire, etc., etc. Donc il n'y a pas du tout, c'est simplement, ce sont des rouges de France. Voilà. Et après c'est classé par prix, comme je disais. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, tous ces vins-là vont être rangés par segment de prix et de packaging. Donc vous allez avoir des bibs avec des prix au litre pour les vins rouges. Vous allez avoir pour les bouteilles, si on se focalise peut-être plus sur les bouteilles, vous allez avoir par exemple les vins entre 80 et 99 couronnes pour les vins rouges. Ça veut dire que vous allez avoir tous les vins du monde qui rentrent dans un classement, ceux qui sont en magasin. Et évidemment, il va y avoir des périodes d'évaluation qui font qu'à la fin de la période d'évaluation, si vous avez une bonne place, vous avez plus de distribution ou des distributions élevées, ou sinon vous descendez en dessous. Avec évidemment beaucoup de concurrence. Donc là, je me focalise plutôt sur la partie export, du coup, puisqu'a priori, vous vous intéressez plutôt à rentrer plutôt que d'être déjà dedans. Donc pour rentrer, il y a comme je disais, 3 acronymes. Donc l'autre partie qu'on avait sur la photo, c'était ce petit chariot qui est l'équivalent en France d'une tête de gondole, mais évidemment sans les promotions. Il n'y aura jamais de promotion système Bolaget dans les magasins. Et ça, le T, c'est pour temporaire. Et le sortiment, pareil, assortiment. Et le V, c'est pour volume. Et le E, c'est pour exclusif. Le résultat va être le même, l'emplacement dans le magasin va être le même, le consommateur n'y verra rien. De temps en temps, même nous, on a du mal à dissocier ceux qui sont TSE et TSE, sans avoir accès à des bases de données de tracking. Et ça, ce qui est important, c'est que ces vins-là vont être en rayon entre 6 et 12 semaines. Et une fois que c'est parti. Donc ce sont des achats de lot. Et c'est là où c'est peut-être un peu moins connu sur la Suède. Donc, pour revenir à nos FS, donc les assortiments fixes, pour entrer, vous avez 4 appels d'offres, 4 gros envois d'appels d'offres par an qui vont ensuite être lancés en général 6 mois plus tard. Donc là, les appels d'offres qui vont sortir le 6 mars prochain, ça sera lancé, je vous le donne en mille, en décembre. Voilà. Donc ça va être, je vais même dire, excusez-moi, ça va être en septembre, parce que ça fait 6 mois, ça fait pas 9. Donc mars pour décembre, ensuite on aura juin, excusez-moi, mars pour septembre, juin pour décembre, etc. etc. Donc 4 fois par an, les lancements et 4 fois par an, les appels d'offres, avec 6 mois de décalage. Ce qui va être important, c'est en général sur les critères de sélection, il faut que ça rentre dans une majorité de magasins. Donc ça va être 450 magasins, c'est toute la Suède, c'est 10 millions d'habitants qu'il faut couvrir. Donc forcément, ça va être des volumes assez importants si c'est dans tous les magasins. Donc, je vous donne un exemple, il y a un appel d'offres sur un Ventoux en bib, on est à 250 000 litres. Voilà, ça peut monter très haut. Vous imaginez aussi que le prix va être très bas. Donc ça va être des volumes assez élevés, ça va être des prix assez agressifs aussi.
Ça va être des vins et des emballages durables, comme je l'expliquais avant. Il faut que ce soit des choix durables. 95% des vins qui sont en appel d'offres maintenant sont des choix durables. Avant, il y avait encore un petit peu de latence et de possibilités. Là, il n'y en a plus, clairement. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que si vous arrivez à répondre à tous les critères, du coup, vous présentez un vin avec un importateur. Ne faites pas la bêtise de présenter avec 50 importateurs, 50 vins différents du même domaine, parce que vous allez vous faire rejeter directement. C'est un vin par domaine. Donc, si vous avez plusieurs vins qui peuvent répondre, malheureusement, ça sera un seul vin pour le domaine. Si vous avez plusieurs domaines et plusieurs vins, là, c'est bon. Mais voilà, un vin par domaine. Et donc, ce vin, s'il est sélectionné sur la version papier, votre importateur vous demande d'envoyer l'échantillon. Les échantillons sont ensuite étiquetés et envoyés au système Volaget, qui va faire une dégustation à l'aveugle avec tous les concurrents qui sont retenus. Il va y avoir 3 personnes. Ils ont créé une norme ISO pour les dégustateurs du système Volaget. Ils sont filmés pendant la dégustation. C'est un protocole très strict, avec évidemment l'acheteur dedans. Il se trouve que de temps en temps il est malade, il ne participe pas, c'est pas forcément l'acheteur qui décide. Voilà. Donc ça va être dégustation à l'aveugle, et évidemment il n'y a qu'un seul gagnant, c'est sur une base de points. En général, ils vont définir un style qu'ils veulent avoir. Ils vont cocher, voilà, je veux les petits fruits rouges, je veux de la réglisse, je veux etc. Et donc ils vont cocher un petit peu. Le vin il n'a pas de réglisse, il sort. Voilà, c'est un peu bête. Hein. Je pense qu'ils sont un peu en train de changer ça, mais c'est un petit peu scolaire et un petit peu académique dans la façon dont ils le font. Après, vous avez un certain nombre de points. En fonction des points, le gagnant récupère la mise. Et vous êtes ensuite lancé en magasin, en général à peu près 3, 4, 5 mois plus tard, avec une certaine immunité par rapport à ces classements dont je parlais avant. Donc vous ne pouvez pas vous faire sortir dans la première année. Par contre, après, il faut se tenir, une fois que vous êtes lancé, il faut quand même se tenir en rayon. Donc vous avez 9 à 12 mois pour construire une marque. Donc c'est un système qui est, vous l'avez compris, très exigeant en termes de volume et de prix, et de packaging et de vin en termes de certification. Et en plus, avec le fait que si vous n'êtes pas très connu en Suède, ça va être encore plus difficile. Ce qui requiert a priori des investissements marketing. Voilà. Donc voilà, je vois certaines têtes qui me disent « Oula, on est mal barré ». Donc ça, c'est cette partie-là. C'est effectivement 90% des volumes. Mais après, il y a 2 autres parties. Il y a le TSV et le TSE. Donc, comme je vous disais, c'est en magasin de manière temporaire. Donc, c'est pendant 12 semaines. La quantité est fixée dans les 2 cas. Et ensuite, on va voir la rapidité de vente pour un potentiel renouvellement l'année d'après. Mais ce sont des lots. Donc, ils sont placés sur ces petits chariots. La différence entre les deux, c'est que le V, ça va être sur appel d'offres. Et le E, c'est l'acheteur qui décide. Donc, le V, c'est là où on a potentiellement le moins d'influence en tant qu'importateur. C'est un peu opaque encore, la façon dont l'acheteur et le chef de la catégorie Système Volaget choisissent les TSV et les définissent. Mais ça va être très souvent des vins en général entre, je me suis noté d'ailleurs, je dois l'avoir quelque part, ce sont des vins qui sont en général entre 150 et 199 couronnes pour la belle zone. Ça ne doit pas vous parler énormément, j'ai les tarifs en export, je peux vous les donner, mais ça commence à peu près aux alentours de 7 €. Donc ça va être des vins plutôt milieu de gamme. Avec des volumes qui vont aller entre 3600 et qui peuvent monter. Nous, on a le TSV le plus important du système Volaget, on est à 28 200 bouteilles. Donc il n'a pas pris 28 200 bouteilles d'un coup, ça s'est fait progressivement. Et la raison pour laquelle ça s'est fait progressivement, c'est que le vin s'est très bien vendu. Donc après les 30 premiers jours de vente, on regarde le niveau de vente. Il y a un seuil spécifique de vente à passer en volume. Si ce seuil est passé, le vin est automatiquement renouvelé l'année après. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dégustation, il n'y a plus de dégustation à l'aveugle, votre vin revient tous les ans. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement avantageux quand on peut vendre jusqu'à 30 000 bouteilles sur des vins qui, comme dit, reviennent tous les ans. Et du coup, on crée aussi une fidélisation du consommateur, évidemment, puisque si ça marchait une fois, que la presse était derrière et que les consommateurs ont apprécié, on revient et on construit des volumes comme ça. Le process est le même qu'un appel d'offres. Vous allez voir, en général, il y a juste marqué TSV et ça sort tous les mois. Donc tous les mois, l'acheteur va... Donc là, il y en a un sur du Fronton et sur du Saint-Estèphe. Le Saint-Estèphe, il casse les prix, il veut un Saint-Estèphe moi je dois l'acheter à peu près 8 €, donc c'est un petit peu compliqué. Et le Fronton, on est aux alentours de 4,40 €. Voilà, ça vous donne un peu une idée du type de prix. Et sur les TSE, pareil, là c'est des lancements assez réguliers. Et avec un minimum d'une palette, donc moi j'ai mis 600 bouteilles, ça peut être 480, c'est plus le haut de gamme. Là c'est pour complémenter la gamme en haut de gamme.
et il va chercher des vins qui sont à forte reconnaissance internationale. Donc ça va être international, j'ai bien dit, c'est pas Revue de France et tous les autres. Malheureusement, même Millésime Bio n'est pas dedans, je suis désolé. Ça va être plutôt One Enthusiast, One Advocate, Décanteur, James Suckling, ça l'intéresse moins, peut-être Jeb Dunnock, et voilà, je pense que j'ai dû faire à peu près le tour. Donc forte reconnaissance internationale du vin et du millésime en particulier, avec des lots et des prix plus ou moins compétitifs. Donc là, on est au-dessus de l'équivalent de 20 € en Suède, donc c'est 199 couronnes, et on va être, moi je commence à 5,55 jusqu'à 18 € en termes de Hexworks, en termes de départ cave. Et là, par contre, le process est très simple. On fait, nous, une première sélection en agence, et ensuite, on le présente à l'acheteur. Il y a plusieurs façons de le faire. On le présente à l'acheteur qui va nous dire non, ça ne m'intéresse pas, je pense que j'en ai pas besoin pour l'instant, ou oui, ça m'intéresse, et je vous prends 600, 2000, etc. Donc moi, sur des premiers lots, il m'a pris entre 480 et 4800 bouteilles, en fonction de la proposition commerciale aussi. Donc voilà, donc c'est important, pour moi c'était important de vous dire ça, c'est que la Suède, c'est compliqué et difficile sur la partie listing fixe. Par contre, il y a d'autres opportunités où il y a plus de possibilités de variété déjà et de s'intégrer de cette manière-là. Donc nous, ce qu'on veut en tant qu'agence, c'est d'abord d'avoir un listing au Systembolaget pour commencer à construire, si c'est un nouveau domaine en Suède, commencer à construire et compléter ensuite par la restauration. On parlait d'image de marque, etc. Pour avoir effectivement les deux jambes pour marcher le mieux possible en Suède. Et voilà les trois grandes façons de rentrer. Alors je vois qu'il nous reste 3 minutes, donc on va peut-être passer aux questions. Donc, sinon après, donc, les présentations seront disponibles. Et en fait, on évoquait donc, ce qui est aspect réglementaire et aussi la restauration. Mais donc peut-être que vous avez des questions à nous poser sur ce qui a été dit. Je pense notamment aussi par rapport au monopole, donc peut-être de profiter de la présence d'Alex. Bonjour. Comment a-t-on accès en fait aux différents appels d'offres, puisque il me semble ne pas avoir trouvé de listing détaillé. En fait, c'est l'importateur qui lui-même est au courant. Alors, effectivement, le Systembolaget gère les appels d'offres sur un portail numérique. Du coup, il faut avoir une souscription à ce portail numérique que les importateurs effectivement ont. Et après, c'est un document en suédois. Moi, je le traduis directement en français, comme ça c'est plus simple pour mes producteurs, et je l'envoie effectivement tous les mois à mes producteurs qui potentiellement pourraient répondre. Ouais. Mais effectivement, La première démarche, c'est d'avoir un importateur. Ouais. Ouais. Bonjour, moi je travaille en interprofession et j'ai souvent des adhérents qui me consultent parce qu'ils ne travaillent pas sur la Suède, mais qu'ils ont des agents qui les consultent pour répondre à un appel d'offres. Ça, c'est quelque chose qui est habituel, classique, ou faut... Ouais. Oui. Alors ça rajoute un autre intermédiaire. Donc moi, c'est pas forcément ce que je préfère, mais effectivement, s'il y a des régions où j'ai pas ou peu de contacts, on peut le faire aussi, bien sûr. Donc ça veut simplement dire, après c'est entre le producteur et l'agent, comment ils se débrouillent. Nous, on va acheter à un prix départ cave. Après, ça inclut le pourcentage de l'agent. Ça, on s'en occupe pas forcément, quoi. Okay. Comme vous dites que la vitesse de vente est importante pour la rotation et la performance de la marque, et que vous suggérez des investissements en même temps, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le point de vente légalement pour accélérer la distribution? Donc c'est uniquement de la presse dont vous parlez. Voilà. Donc, alors, je vous donne un exemple concret. Si, je ne sais pas dans quel mode vous travaillez, mais si on lance demain un vin, et qu'effectivement l'acheteur dit je vais prendre un TSE, je vous prends 600 bouteilles, etc. Ça va être fixé, en général il y a une période de latence de 4-5 mois avant que ce soit en magasin, donc on a le temps de préparer ça aussi. Nous, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous demander l'échantillon, à peu près une douzaine d'échantillons pour envoyer à la presse. On va faire un communiqué de presse, on va faire une communication à notre club, donc du coup de 20 000 membres, pour que ça fasse le plus gros buzz possible. Et il y a énormément de publications qui toutes les semaines vont publier leur évaluation des nouveaux listings TSE, donc ces nouveaux listings temporaires. Ils vont dire voilà, celui-là il est super, 93 points, etc. Donc tous ces journalistes-là, si votre importateur a les bons contacts, et on n'est pas les seuls à le faire, hein, voilà, votre visibilité vous l'avez,
Et effectivement, il y a pas mal de Suédois qui vont suivre, notamment dans les grandes villes, et qui vont acheter. Donc si les journalistes suivent, et c'est aussi une façon pour l'acheteur aussi, il va voir en fonction des lancements, si par exemple on a lancé un vin il y a 2 ans que ça n'a pas marché et qu'on en essaie un autre, ça va peut-être être un problème pour l'acheteur parce qu'il va dire ouais, les journalistes n'ont pas mordu la dernière fois. Voilà, donc, mais effectivement il y a zéro communication en magasin, il y a eu un gros scandale de corruption en 2003 avec des bacs chiches pour les dirigeants des magasins, donc ils ont tout barricadé, fermé, il n'y a rien... Moi, je peux même pas me présenter et dire voilà. Quand je veux Systembolaget, je suis client. Je peux pas être importateur, quoi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne de la même façon pour les spiritueux? A priori, oui. Oui. Sur la structure de effectivement listing fixe, listing temporaire et TSV, c'est exactement la même structure. Oui. Il y a évidemment une structure de taxe qui est complètement différente et qui est basée on n'en a pas trop parlé, mais sur les taxes, c'est par catégorie sur les vins et sur les spiritueux, c'est vraiment au pourcentage d'alcool. Voilà, c'est une petite différence. Mais oui, la structure est la même et la façon de fonctionner est la même. Moi, je travaille avec les cognacs Frappin. J'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des différences? Non. Il y a moins d'acheteurs. Mais voilà, c'est tout. Bonjour, moi aussi je travaille dans une interpro, pardon. Vous pouvez juste préciser, 20% le off, comment on accède au off-trade? Au on-trade, pardon, la restauration. Alors, le on-trade, c'est complètement libre. Il n'y a aucune restriction. C'est comme en France. Ça passe pas par Systembolaget. Il n'y a aucune restriction. Donc, pour nous, c'est pas rentable, pour être complètement honnête, parce que d'envoyer des caisses, une caisse ou une bouteille, etc., c'est pas du tout rentable en Suède de le faire pour la restauration. Il y a une chose aussi à savoir en Suède, c'est que un vin que vous allez, vous ou votre producteur, me vendre à 4 €, il va se retrouver en restauration à 50. Donc voilà, ça fait des volumes un peu plus limités. Et moi, pareil, ça dépend un peu de vos aspirations, mais c'est vrai que se focaliser que sur le on-trade, c'est pas suffisant pour faire un business en Suède. Parce que si vous avez des vins de qualité qui sont à 5, 6, 7 € la bouteille, ça veut dire que vous serez que vendu à la bouteille et pas au verre. Donc déjà, ça fait pas beaucoup de volume. Et vous n'arriverez pas à faire un business comme ça, quoi. Bonjour, moi j'ai une petite question, on n'en parle pas assez. Y a-t-il des marchés pour le jus de raisin, simplement? Oui. Alors, le Systembolaget fait des vins sans alcool, c'est peut-être le plus proche. Alors, le jus de raisin, ils ont effectivement, maintenant que j'y pense, ils avaient des jus de cerise aussi, il me semble. Ça va être dans la partie sans alcool, ouais. Mais sinon, il n'y a pas énormément de ventes. Donc des vins déalcoolisés, etc. Dans cette partie-là, oui, mais dans la partie pure jus de raisin, pas au Systembolaget. Ils sont ouverts ça, j'ai cru comprendre que oui, mais tout ce qui est vin orange maintenant, qui est assez en vogue, et vin nature, ça prend? Ça a pris. Ça a pris. Nous, on en vend encore. Il y a une concurrence qui est assez importante parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut vous dire, c'est que la Suède, ça c'est un point important, ça va revenir à votre question, c'est qu'ils ne produisent pas beaucoup de vin. Il y a des petits producteurs qui commencent là dans le sud, mais ils ne produisent pas beaucoup de vin. Et ça veut dire, c'est un peu comme la Grande-Bretagne, ils consomment énormément de différents pays. Il y a vraiment un internationalisme du vin et ça veut dire que votre vin du Pays d'Oc, il est en concurrence avec des vins italiens, des vins espagnols, etc. Et du coup, ils vont choisir un peu au même prix. En fait, ils vont avoir une sélection tellement différente, notamment sur les vins oranges, qui fait qu'il y a pas mal de vins oranges italiens, par exemple, en ce moment, qui marchent bien. Des vins oranges français, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais ouais, ça tourne pas trop mal. Mais c'est une catégorie qui reste relativement petite et qui est plus en explosion si elle l'était. Merci. D'autres questions? Merci à toi. Merci à tous. Désolé, je J'espère parle qu'on trop.
Non, pas du tout. C'était très intéressant. Il y a d'autres points très intéressants dans la présentation de Maxime qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, donc essayez de la récupérer. Je pense que vous l'aurez, mais... Et en tout cas, voilà, aussi, comme je vous le disais, il y a des chargés de mission qui sont sur le terrain 24 heures sur 24. Donc n'hésitez pas à les contacter et c'est avec plaisir qu'elles vous répondront. Et en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Puis merci Alex aussi pour avec les détails. plaisir.